Plaisir de vous informer aux 20h sur Espace TV. Merci de nous choisir à la une de l'actualité. La CENI décide de respecter la date d'arrêt de l'opération d'enrôlement des électeurs. Le processus a donc pris fin ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Le président de l'organe de gestion des élections promet de résoudre les cas de doublons et de l'enregistrement des mineurs signalés. Pendant ce temps, ce sont plusieurs Guinéens qui plaident pour une rallonge de quelques jours encore. Tenez-vous bien, les voix de certains proches du pouvoir s'élèvent. Vous entendrez Moussa Filan Traoré dans cette édition. Et puis bientôt, une unité de transformation des mangues et ananas à Kindia. C'est l'œuvre d'un opérateur économique et l'infrastructure se met déjà en place. Un reportage à suivre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue. Le processus d'enrôlement des électeurs est censé officiellement prendre fin ce lundi 16 décembre. L'organe de gestion des élections décide de ne pas rallonger l'opération sur les critiques des acteurs politiques qui ont souligné le manque de récépissés dans certaines commissions administratives d'établissement et de révision des listes électorales. La CENI dit ne pas le comprendre. Elle dit en avoir envoyé 3 millions sur le terrain. Le président de l'institution, Maître Salif Kébé, a donné une conférence de presse ce lundi. Reportage Mamadou Saluba et Lamine Silla. Sur le processus électoral, le président de la CENI se veut clair. Et dans cette ambition, devant des journalistes, Maître Salif Kébé affirme que pour l'heure, la CENI n'a pas prévu de prolonger le processus d'enrôlement, malgré de multiples dysfonctionnements. La CENI, en tant qu'organe OGE, ne prévoit pas de rallonger le délai. Nous disons que nous avons pris toutes les précautions pour cette opération. Sur les récépissés, il sait qu'il y a eu des problèmes, mais pour lui, c'est incompréhensible. 3 millions de récépissés sont allés sur le terrain. Nous n'avons pas 1 million. Je vous dis, nous n'avons pas 500 000 électeurs. On nous dit non, que les récépissés ont manqué. Soit les récépissés sont gardés et ils attendent un meilleur moment pour les sortir, soit ils s'y sont mal pris. À qui cela profite? Maître Salif Kébé affirme que le manque de récépissés n'entame en rien le processus. Il rassure que tout est mis en place pour détecter les mineurs et les doublons. Sur le cas des Guinéens de l'étranger, se basant sur les violences au Sénégal et en Angola, il fait une annonce. Est-ce que les élections vont se tenir? Je vous dis, même si tout l'extérieur était coupé, aujourd'hui, l'élection peut se tenir. C'est choquant, mais c'est cela la vérité. Une annonce fulgurante, le président de la CENI demande aux acteurs concernés de déposer leur liste et dossier de candidature le 18 décembre 2019 sans donner de quotas. Il rassure que les élections se tiendront le 16 février 2020, tout en précisant que la CENI n'a pas encore reçu tout le budget nécessaire. Le processus d'enrôlement des citoyens a pris fin ce lundi sur toute l'étendue du territoire guinéen, conformément au programme de la CENI du 21 novembre au 16 décembre, soit 25 jours. Des citoyens sont passés devant les machines des commissions administratives installées dans les quartiers et secteurs malgré les difficultés enregistrées de part et d'autre. Malik Sangiana Kamara et Abdoulaye Kamara nous en disent plus. Dernier jour de l'opération d'enrôlement au quartier Gbissia Cité 2. Ce lundi 16 décembre, tous les membres de cette carle sont sur place à l'attente des citoyens qui ne se sont pas encore fait enrôler. Ce quartier compte 4 secteurs pour 5 machines. Les autorités locales, pour donner de l'engouement à ce processus, sont passées par la sensibilisation. Les premiers jours, il y a eu la nonchalance. On avait même l'impression que les gens ne voulaient pas se recenser. Mais comme il est de notre devoir de faire la sensibilisation, donc, que ce soit à la mosquée ou alors de maison en maison, ou alors dans les lieux publics, il fallait passer le message pour que les gens comprennent l'essence de cette opération-là.
25 jours consacrés essentiellement par la CENI à recenser des citoyens qui ont l'âge de voter, le travail des membres des CARL a connu des difficultés. Manque de planches, de récépissés ou encore le non-paiement des primes. Ces difficultés ont occasionné un ralentissement du travail par endroits. Le temps qu'on a eu à faire, qu'on ne travaillait pas, peut rattraper. Donc ça peut faire qu'il y a d'autres qui ont voulu se recenser, mais vu que nous n'étions pas là en train de travailler, on avait stoppé les activités, peut faire qu'il y a d'autres qui ne se sont pas recensés. Des citoyens continuent à venir dans la CARL de Dixie-Port pour se faire enrôler. Des problèmes survenus ici au cours du processus ont pu être gérés, se réjouissent le président du CARL et celui de la CARL. L'enrôlement, ça se passe très bien chez moi à Dixie-Port. Les gens viennent, les citoyens sont motivés. Et les opérateurs de saisie sont là, les membres du CARL sont tous présents. Ils commencent de 8h à 18h deux fois même. Donc nous constatons qu'effectivement le travail se passe très bien. Hier j'ai fait 103. Là aussi je ne suis pas surpris. Je sais psychologiquement parce qu'on dit que c'est aujourd'hui la fin. C'est la raison pour laquelle il y a la motivation. Les gens n'ont pas eu tellement de temps. Aujourd'hui encore je sais que nous allons travailler jusqu'à 19h. Normalement c'est à 18h qu'il y a dans le programme. Les exigences du service, les occupations, ce lundi, ce jeune a tout laissé de côté pour s'acquitter de son devoir civique. Ces derniers temps, j'étais occupé. C'est aujourd'hui même que j'ai demandé à mon chef qu'on doit aller se recenser. Lui-même, il est venu avec moi. C'est compte tenu de la conjoncture actuelle que nous sommes venus à la dernière minute. Il ne sera pas en possession de son récépissé. Dans la CARL 807, secteur Mosquée Elhadj Djoubariou, commune de Ratoma, cette pièce est en manque depuis 10 jours. C'est le même cas, mais quand même les citoyens qui viennent, ils ont confiance en nous. Tout ce qu'on leur explique, ils vont accepter. On cherche de les convaincre. Pour rattraper le retard accusé suite à la revendication des membres de CARL et au manque des outils de travail, des recommandations sont adressées à la CENI quant au prolongement de l'enrôlement. Pour la prolongation, ça serait la meilleure. Parce qu'il y a beaucoup de réticence, il n'y a pas eu de sensibilisation, bien que les sages ont fait leur mieux dans la mosquée. Moi, je pense que personnellement, qu'on peut même 2 ou 3 jours de plus ajouter pour pouvoir se rassurer que tout le monde s'est fait recenser. La Commission électorale nationale indépendante a cependant rassuré lors de sa conférence de presse de ce lundi qu'il n'est pas question de prolonger. Direction l'intérieur du pays, depuis Cancan, où il séjourne actuellement l'ancien gouverneur de Farana, Moussa Filan Traoré, trouve que la date choisie par la CENI pour les législatives n'est pas tenable. C'est pour la première fois qu'on entend ce type de discours de la part d'un proche du pouvoir. Filan s'appuie sur les anomalies constatées au cours de ce processus d'enrôlement pour exprimer son doute. Alpha Omar Koïta. S'exprimant sur le projet contesté de la nouvelle constitution, Moussa Filan Traoré préconise la consultation du peuple qui est selon lui le seul arbitre qui pourrait départager les différents camps antagonistes sur la question. Si mon parti désignait le professeur Alpha Condé comme candidat, mais bon Dieu bon sang, c'est le parti qui l'a désigné. Si la majorité l'emporte pour lui, mais tant mieux. S'il est battu, mais on constate. Mais moi je suis d'accord avec une opposition qui doit tricher avec des preuves matérielles. Mais si à l'avance, tu dis non, si on va aux élections, le processus Alpha Condé va passer parce qu'on va tricher. Mais pourquoi vous ne suivez pas les différentes étapes du processus? Le processus Alpha Condé est en train de se battre pour son pays. Donnez-lui le temps que Dieu l'a accordé. Poursuivant son intervention, l'ex-gouverneur de Farana a indiqué que le 16 février prochain annoncé par la CENI pour l'organisation des élections législatives n'est pas tenable à ses yeux, ce à cause des multiples problèmes signalés sur le terrain. Manque total de récépissé. Manque total de certificat de résidence, manque total de fiches d'identification. Les machines, certaines sont grippées en plein travail. Quatrièmement, un constat amer par rapport au processus du recensement. Le citoyen analphabète souffre, les 10 doigts. C'est-à-dire qu'il y a trop de contraintes par rapport à ce recensement qui peine un analphabète qui ne sait pas lire ni écrire. Vous venez vous faire recenser, il faut quelqu'un qui sait lire et écrire, qui remplit vos fiches. C'est toute une contrainte. Et la date qui est donnée, à mon avis, je dis bien à mon avis, c'est une date purement indicative. Parce que si on arrête le 16, le recensement, ce serait un gaspillage.
Par ailleurs, Filan Traoré invite les militants du RPG Arc-en-Ciel à aller se faire enrôler afin qu'ils puissent accorder une écrasante majorité à leurs candidats lors des prochaines échéances électorales. Je tiens à ce que tous les militants du RPG Arc-en-Ciel, tous les sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, tout Guinéen qui pense que le professeur Alpha Condé a été la solution pour ce pays, je leur prie d'aller se faire recenser. La seule façon de récompenser un leader de parti politique, c'est le bulletin de vote. Si vous n'êtes pas recensé, vous ne pouvez pas voter. Le vrai citoyen, c'est celui qui a son bulletin de vote en main. C'est son arme. Mais pour avoir ce bulletin de vote, il faut que vous recensiez. Donc je prie les uns et les autres de se faire recenser. Lui, il est leader de partis politiques et il rentre dans son pays engagé dans le processus électoral. Pascal Sebami est leader du FPDG aux États-Unis où il résidait. Le président de cette formation politique a profité de son séjour pour implanter son parti. À son retour ce dimanche, Pascal a été accueilli par des dizaines de militants. Alceni Barry commente les images d'Amara Alexila. Pascal Semigami arrive à Niro sur le tarmac de l'aéroport international de Conakry. Accueilli par des dizaines de militants et sympathisants, le Front populaire démocratique de Guinée se veut une nouvelle alternative tangible dans l'épanouissement de la Guinée, notamment son bastion, la Guinée forestière. À peine arrivé, les projets vont démarrer. J'ai un comité politique du nom de FPDG, le Front populaire démocratique de Guinée. Donc je suis venu voir non seulement mes militants, et mes sympathisants et aussi essayer de faire des consultations, voir vraiment les réalités du terrain. L'homme a fortifié son expérience au pays de l'oncle Sam, où il réside depuis plusieurs années, là où il a également initié bien de projets. Il compte redynamiser les communautés de base, surtout le tissu social. On a pas mal d'actualités sur le terrain. Nous devons nous rendre à Zérékoré, où on doit lancer un grand tournoi à Guinée forestier à Zali. Et en plus, on a plus de 160 comités de base. Je crois que c'est une fierté déjà. Donc on est très très content pour l'arrivée de notre président. Désormais, il faudra compter sur le FPDG en Basse-Guinée et en Guinée forestière, où il sera fortement implanté. Les élections législatives devront sans doute conforter sa position. Je vous l'annonçais, la transformation des produits agricoles se développe de plus en plus dans certaines régions du pays, notamment à Kindia, le chef-lieu de la Guinée-Maritime et zone agricole par excellence. Ce week-end, une équipe de reportage s'est rendue à Koliagbe, dans la préfecture de Kindia, pour s'enquérir des réalités sur l'état d'avancement des travaux de l'usine de transformation des produits tropicaux. Mohamed Valek Touré, Abou Korea Kourma, reportage. Kindia, ville des agrumes. La région aura sous peu une usine de conservation de mangue et d'ananas. L'idée vient de cet homme d'affaires guinéen qui, avec l'appui du chef de l'État, a envisagé d'installer cette usine de transformation des produits locaux dans le secteur de Koliagbe. Bâtie sur 4 hectares couverts, cette unité industrielle spécialisée dans la production de séchage et de la consommation des matières premières vient répondre aux besoins des populations paysannes. On est en train de recruter des administrateurs, des techniciens dans les champs et puis des techniciens dans l'usine même. Une unité comme ça va leur permettre d'écrouler leur production au lieu de le perdre dans la rue ou bien de le perdre dans le marché local. En majorité des femmes formées par l'entreprise au tri puis au séchage, l'usine entend produire chaque année 20 à 25 tonnes de produits. Le mécanisme du processus de transformation des produits est simple. Les machineries de séchage sont fonctionnelles pour le bon emballage des denrées. En plus de son savoir-faire technique et organisationnel, l'usine dispose des atouts déterminants avec un réseau de commercialisation vers l'extérieur. L'impact direct, c'est sur la zone spéciale de Kindia. Évidemment, si nous nous rendons compte que la zone spéciale de Kindia est insuffisante en termes de nos besoins, il est possible qu'on élargisse un peu nos besoins sur toutes les autres préfectures qui sont potentiellement, n'est-ce pas, capables de nous fournir notre matière première. Le processus, ça commence à partir de là. Il y a des convoyeurs qui vont envoyer le produit frais au niveau de l'usine et il y a des femmes qui seront en premier lieu pour éplucher et mettre dans des tranches. Malgré ce poids financier,
La perception des communautés est positive. Une des résultantes du projet qui donne plus de satisfaction à l'homme d'affaires. J'ai compris immédiatement que c'était un secteur très porteur, surtout aussi un secteur qui a des portées sociales aussi très importantes parce que ça implique un très grand nombre de personnes, généralement dans les régions. Mais l'incitation véritable derrière l'achèvement de ce projet ici, je dois avouer que ça a été une insistance du professeur Alpha Condé. Selon le responsable de l'usine, une équipe de Guinéens s'associe à celle américaine spécialiste en informatique pour mener à bien la phase de développement de la base de données dont la plupart des agriculteurs seront impliqués pour définir les qualités des produits, d'engrais et autres. Elle a une dimension commerciale que j'ai étudiée de façon très précise pour m'assurer que la rentabilité était attrayante pour un homme d'affaires. Mais il y a une dimension encore plus intéressante, c'est l'impact que ça aura dans la région, surtout sur les femmes qui sont impliquées, qui sont très impliquées dans le secteur de l'agriculture, aussi bien au niveau de l'ananas que de la mangue, qui sont deux des denrées que nous avons l'intention de traiter. À cette phase d'essai, une centaine de producteurs d'ananas travaillent avec l'usine. En plus de l'ananas, l'usine compte transformer dans l'avenir les fruits de la passion ou encore des mangues issues de l'agriculture biologique. Elle dispose d'une ligne capable de transformer toute forme de fruits, qu'ils soient à peau ou à noyau. Et on se tourne vers l'éducation. Cette fois-ci, l'Institut universitaire des hautes études de Guinée a libéré sa 8e et 9e promotion licence professionnelle et fondamentale. L'événement s'est déroulé ce samedi à Conakry en présence de l'épouse du chef de file de l'opposition guinéenne, la marraine de la cérémonie. Mamadou Kalisso commente les images d'Amara Alexila. Ils étaient une centaine d'étudiants à recevoir leur diplôme le samedi 14 décembre dernier. La licence fondamentale pour les uns, professionnelle pour les autres. Cette promotion porte le nom de leur fondateur, Elhaz Djoumaba. Nous avons 191 étudiants qui ont suivi la formation et qui se sont soumis aux évaluations. Parmi eux, 185 ont validé les cours qui leur permettent de détenir la licence qui est le diplôme du premier cycle. C'est à peu près un taux de réussite de 80%. Ces diplômés doivent désormais se battre pour leur insertion socio-professionnelle. Ils en sont conscients. La lutte, elle ne fait que commencer. Il ne s'agit pas d'avoir le diplôme, dire que voilà, tout est fini. Ce qui reste est encore le plus difficile. Les défis sont énormes. C'est l'épouse du chef de file de l'opposition guinéenne qui a été choisie comme marraine de la cérémonie. Elle prodigue des conseils pratiques à ces jeunes diplômés. Après les études, le premier emploi qu'on te propose, il faut le prendre. Parce qu'on apprend en exerçant. Il n'est pas dit que parce qu'on est mathématicien, on ne doit pas prendre. Je conseille à ces étudiants, le premier emploi qui se présenterait devant eux, de le coopter, de le prendre maintenant. L'Institut universitaire des hautes études de Guinée a été créé en 2008. Il fait partie de ces instituts et universités privées qui se battent pour leur survie après la décision de l'État d'arrêter d'orienter les bacheliers au privé. Bientôt, le démarrage de la nouvelle phase du projet Nimba au compte de la Société minière de fer de Guinée. Mardi, un dîner a réuni les autorités locales de l'OLA, le gouverneur de région, des cadres de la Société minière de fer de Guinée, ainsi que les représentants de la société actionnaire HPX autour de la mise en œuvre du projet iPower Exploration. C'est le ministre des Mines et de la Géologie qui a présidé cette cérémonie. Elisabeth Taba. Power Exploration est une société privée créée par Robert Friedland, expérimenté dans le domaine minier et qui a lancé des immenses projets dans plusieurs pays. Le coprésident du conseil d'administration de la SMFJ promet de réaliser ce projet dans un bref délai tout en respectant les normes de l'environnement. Philosophie en tant que société minière étrangère est une philosophie un petit peu différente de la philosophie traditionnelle de beaucoup de grandes entreprises qui donnent la priorité
à leur propre profit. Il faut que ça profite à tous. C'est quand même un endroit exceptionnel. Donc, on a une responsabilité énorme de le protéger. Donc, nous vous promettons que le bilan, d'un point de vue écologique, sera un bilan positif. Choisi comme président-directeur général de cette société, l'ancien Premier ministre Mamadi Youla n'a pas caché ses satisfactions. Il appelle toutes les parties prenantes à œuvrer dans le même sens pour l'aboutissement de ce projet. Nos intérêts sont liés. Lorsqu'un projet comme celui-là réussit dans cette région, il faut savoir que c'est d'abord le bénéfice des populations de cette région. C'est pourquoi donc, je vous demande d'accompagner cette initiative de toutes les personnes ici présentes qui sont venues vous dire leur engagement à développer ce projet, à faire de ce rêve une réalité pour tout le bien de ce pays et de cette région. Je vous remercie. Tout en encourageant cette initiative, le ministre des Mines et de la Géologie a invité la population de Lola à préserver la paix et la quiétude sociale pour la bonne marche du projet. Tout ce qu'il a dit ne se réalisera pas s'il n'y a pas la paix. La société qui est là ne résoudra pas tous vos problèmes. Ils feront beaucoup d'efforts. Mais si demain, cette société doit créer de l'emploi pour tous les fils de Lola, ce n'est juste pas possible. Mais si cette société prospère, les autres qui sont à côté auront le courage de venir investir. Même si ce projet ne pourra pas recruter plusieurs employés, mais il compte investir dans d'autres domaines comme l'agriculture, afin de créer de l'emploi pour les jeunes dans cette localité, nous a confié le coprésident de la SMFG. C'est la fin de cette édition réalisée par toute la rédaction. Moussa Moïsila sera avec vous à 22h pour la grande édition. Merci pour l'attention et bonne suite de programme sur Espace TV.